Les éditions Le Grimoire et Le Réacteur vous présentent Dernier train pour Tsulan, une nouvelle de Célia Ibanez, production, réalisation et mise en scène Olivier Portejoie et Alexandre Goujon, ingénieur du son. Script Isabelle Froment, musique de Florent Legac. Producteurs associés Marino Crespino et Sébastien Boudon. Allongé sur la surface râpeuse du Fed, il pissait le sang. Son œil gauche pendait hors de l'orbite. Sa mâchoire était cassée et son dos, perclus de coups, lui donnait l'impression d'être passé sous l'un de ses compresseurs à métaux, qu'il maniait 22h sur 22 chez Hachi & Hachi. Groggy, il croisa le reflet d'un grand type trapu aux épaules carrées sur la vitrine d'un magasin Télépathe IC, la célèbre marque d'amplificateur psychique. Il se reconnut à peine tant son visage était boursouflé. Pourtant, c'était bien lui. 97. Une erreur de la nature. Terriblement simiesque, terriblement gono. 97 contempla son image. Cela lui infligea une douleur bien pire que son œil en saillie. Son arcade sourcilière sanguinolente paraissait d'une proéminence inquiétante. Ses sourcils, bas et projetés vers l'avant, lui conféraient un air de primate. Enfin, ses arcades zygomatiques rectangulaires étaient bien dessinées et il avait un menton affirmé. Les manipulations chimiques n'y pouvaient rien. Jamais il ne serait un véritable Herma. Cela faisait bien une demi-heure que ces jeunes voyous l'avaient passé à tabac en plein jour, sous l'œil indifférent des besogneux qui se rendaient sur leur lieu de travail. Les hermaphrodites de cette caste inférieure ne ressentaient de toute façon aucune empathie. Leur structure cérébrale particulière, qui augmentait leur résistance à la douleur, les privait d'une émotion intense et leur rendait toute notion de coopération et d'entraide étrangère. Même s'ils pouvaient très bien évaluer la souffrance de 97 en analysant ses expressions de visage, ils ne lèveraient pas le petit doigt pour lui. Les humains de l'ancien monde ne leur inspiraient que du dégoût. Et à vrai dire, bien qu'ils eussent des droits reconnus par l'esprit, ces sous-hommes n'étaient pas vraiment considérés comme des citoyens. Au mieux, on les astiquait régulièrement, au pire, on les liquidait. Contrairement aux hermaphrodites, 97 avait eu la malchance d'être né difforme, c'est-à-dire avec les attributs d'un seul sexe. Il serait toute sa vie une moitié d'être, une anomalie génétique, une bizarrerie de la nature. Maintenant, il traînait ses membres douloureux vers le téléporteur de secours, une grande tour en cristal où l'on transférait les personnes accidentées en flottaison. On en trouvait une tous les 2 kilomètres. À la clinique, un lumineux réparerait son visage et calmerait la douleur. En attendant, sans chaussures de sustentation, l'ascenseur lui paraissait infiniment loin. Il faut dire qu'il n'avait pas marché depuis des années. Un groupe d'expérimentateurs en dimension cachée, le logo EDC tournoyé au-dessus de leur crâne nu, flottait dans sa direction au-dessus du Fed. Quand leur silhouette androgyne parvint à 2 ou 3 mètres devant lui, 97 eut la certitude que ces abrutis allaient le percuter, mais ils l'évitèrent au dernier moment en lui aboyant des insultes. Une série d'images mentales ayant trait au sexe avec les animaux. Il serra les poings et fit de grands efforts pour se concentrer sur la marche. Au loin, on apercevait les gigantesques tours végétales de la ville d'Anténès qui s'élançaient vers le ciel d'un blanc laiteux. Sa vision trouble l'empêchait de voir au-delà. Soudain, la voix d'une publicité jaillit dans sa tête aussi distinctement que les invectives des EDC. Choisissez l'énergie céleste dont vous avez besoin pour répondre à vos aspirations et objectifs de vie. Décuplez votre volonté. Faites éclore votre talent. Révélez au monde votre inspiration et votre force créative. L'énergie des planètes ouvre les portes de la mutation positive. Avec Planétaire, passez de la vibration d'une personne malchanceuse à celle d'une personne chanceuse. Il capta alors une série d'images d'intersexués heureux, beaux et souriants, riches et en bonne santé. 97
aurait pu couper la réception télépathique d'une simple pensée de rejet, comme il le faisait habituellement pour les autres publicités. Notamment celle pour les voyages astro avec escorte, du foutage de gueule selon lui. S'il avait 450 DPO à dépenser, il préférerait de loin s'offrir de nouvelles injections d'hormones pour atténuer ses traits de gono, plutôt que d'aller se faire brûler le cul dans les cratères de l'enfer. Décidément, il ne comprendrait jamais tous ces fanatiques d'hémoglobine et de gore qui payaient pour aller se faire peur dans les densités écrasantes du bas astral. Avec Planétaire, passer de la vibration d'une personne malchanceuse à celle d'une personne chanceuse. Il ne fit pas écran au message, car 2 phrases attirèrent son attention. Planétaire recherche des volontaires pour tester ses nouveaux produits. Rejoignez-nous en pension complète. Devenez chanceux, sans DPO. Il enregistra et stocka la publicité dans la zone HV de son cerveau et esquissa un léger sourire, aussitôt réprimé. Il venait de se rappeler que sa mâchoire était brisée. Quelque temps plus tard, une fois ces particules élémentaires désassemblées dans le téléporteur qu'il avait rejoint à grand-peine, il se rematérialisa à la clinique, exsangue et à bout de souffle. Dans le hall d'accueil, un Herma, engoncé dans le réseau de mailles roses qui lui servait de costume, lévita rapidement vers lui. Ses yeux violets, dépourvus d'expression, confirmaient son statut de besogneux. Il lui fit remplir un formulaire par transmission de pensée. Depuis la découverte de la zone cérébrale H, on échangeait facilement des informations sans interaction sensorielle ou énergétique. On avait ainsi abandonné la télépathie synthétique par micropuce au profit de la vraie communication naturelle. Les interfaces neurales de chez Télépathe IC ne faisaient qu'améliorer une connexion déjà établie sans le moindre artifice. Le besogneux réceptionna sans mot dire le profil de 97 dans sa matière cérébrale. Individu gonochorique de sexe masculin, né le 97e jour de l'année 503 à Anténès. Ouvrier de catégorie D chez HI+HI. 97 avait répondu à tout un tas de questions qui lui rappelaient à quel point sa vie était minable. Un célibat non choisi, pas de progéniture, un travail ingrat et mal payé, un logement pourri dans un quartier mal famé. Pour résumer, un karma de merde. Le jeune mage qui l'accueillit accepta de le soigner sans rendez-vous. Les Hermas de la caste des lumineux étaient sans nul doute les plus doux et les plus compatissants. Pas comme les apprentis qui l'avaient attaqué sur le chemin du travail, ou les voyageurs qui l'avaient copieusement insulté par la suite. Vous êtes dans un sale état. Qui vous a fait ça? Il commença son travail de guérison énergétique. Je ne sais pas. Des apprentis. J'avais 150 DPO en pierre. Ils m'ont tout pris. Et vos chaussures? Aussi. J'ai remonté le fait en marchant. En marchant? Mais c'est très dangereux. Il haussa les épaules. Bien sûr que c'était dangereux et strictement interdit. Car remonter l'axe principal de circulation aérienne sans flotter au-dessus du métal magnétique qui le constituait était un délit puni par la loi. Une fois son nez réaligné, son œil replacé au bon endroit, les nerfs optiques réparés et sa mâchoire guérie, 97 reçut un dernier soin pour ses muscles endoloris. On l'installa en lévitation au-dessus d'une plateforme de guérison. Il flottait, debout, face à une grande baie vitrée où les soleils déversaient leurs faibles rayons. À cet instant précis, un flash de lumière intense le força à fermer les yeux et à se couvrir le visage du revers de la main. Simultanément, un énorme bruit d'explosion retentit qui fit vibrer tout son corps. Quand il rouvrit les yeux, il vit des objets voler à travers la pièce. Des miroirs éclatés en morceaux et des meubles lourds se déplaçaient tout seuls en grinçant affreusement. Le bâtiment lui-même semblait onduler. En voyant les fissures lézarder les murs, 97 se demanda avec effroi si la structure de l'édifice allait résister. Mais le calme revint, et son regard inquiet croisa celui de l'Herma qui le soignait. Qu'est-ce que c'était?
Le lumineux alla se laver les mains sous un halo mauve de particules nettoyantes. Un éclair de peur traversa ses yeux globuleux. On dirait qu'une cité-État vient de se cracher sur la ville. 97 se dit qu'une cité-État pourrait bien faire autant de bruit en s'écrasant au sol. Mais un vaisseau de 100 millions de tonnes aurait-il produit un rayonnement aussi fort dans un laps de temps aussi court ? Plus tard, on lui présenta la facture, qui s'élevait à 376 DPO. Ils se font pas chier. Passablement énervé, il remplit mentalement une promesse de paiement, puis repartit avec de nouvelles chaussures à sustentation, louées dans le hall de la clinique. On y trouvait toujours tout un tas de magasins pour occuper les gens. Et il y avait acheté également une bille de loto. 97 savait qu'il n'avait qu'une chance infime d'avoir choisi les bonnes couleurs sur le spectre chromatique de 64 nuances. Mais ça ne l'empêchait pas de rêver toucher un jour le jackpot. Les muscles des jambes atrophiés par des années de déplacement en flottaison, le jeune Gono s'avança sur le chemin fleuri qui menait au Fed. Un parfum miellé et entêtant, mélangé à une odeur de fumée et de caoutchouc brûlé, vint lui chatouiller les narines. Dans le ciel, au loin, il remarqua le splendide nuage orange vif qui s'étirait autour d'un œil noir d'encre. Le regarder directement en face faisait mal aux yeux. Bizarre. En arrivant au bord du bandeau de métal magnétique que formait l'axe de circulation aérien, il vit une foule dense d'Herma en colère qui marchait d'un pas lourd en gesticulant. Pourquoi ne flotte-t-il pas ? Il capta aussitôt l'onde télépathique émanant de la ville. Pour des raisons de sécurité, le Fed est désactivé jusqu'à nouvel ordre. Pour des raisons de sécurité, le Fed est désactivé jusqu'à nouvel ordre. 97 s'approcha de ce qui semblait être une Gono et la questionna sans ouvrir la bouche. Qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose a explosé en ville. Vous n'avez donc pas vu la lumière et senti le séisme ? Il hocha la tête, sans pouvoir détacher ses yeux des seins énormes qui se balançaient sous son nez tandis qu'elle bougeait les bras. 97 ne put s'empêcher de ressentir une sorte de désir animal à la vue des deux bosses qui pointaient sous son uniforme rose de besogneuse. Encore une pauvre fille qui n'avait même pas de quoi s'offrir une mastectomie pour ressembler à une personne normale. C'était peut-être une météorite. Ça m'étonnerait. Vous voyez cet anneau orangé dans le ciel ? Un nuage de matière propulsé pendant l'explosion. En tout cas, maintenant, on peut plus flotter. Ils ont désactivé le Fed sur des kilomètres. Impossible d'aller bosser dans ces conditions. Ils se concentrèrent pour capter des images d'actualité. Il était question d'un astéroïde, d'un taux anormalement élevé de fer interstellaire, de milliers de morts. Toutes les voies vers Anténès se trouvaient momentanément interrompues. Quelle poisse ! Depuis quelques minutes, l'esprit avait commencé à arroser les gens avec ces saloperies dopantes de flocons de communion mentale. À présent, les Herma ouvraient tous la bouche pour en avaler le plus possible. Bien qu'il eût souvent critiqué ces substances chimiques destinées à pacifier la population et renforcer les liens psychiques entre citoyens, 97 imita tous les autres. S'il ne pouvait pas aller travailler ni même rentrer sur sa base de sommeil, atomisée avec le reste de la ville, cet agrégat de cristaux de drogue calmerait un peu ses nerfs. En plus, le petit goût de fraise n'était pas dégueu. Dans le même temps, l'esprit annonça que tous les Herma d'Anténès seraient momentanément relogés dans une mégacité située plus au nord. De grands téléporteurs, sortes d'œufs volants prévus pour les transferts longue distance, les expédieraient là-bas en une fraction de seconde. Et nous, alors ? Elle n'avait pas parlé, mais 97 avait perçu sa question à travers le marasme ambiant des ondes cérébrales agitées de tous ces gens. Eux, ils n'auraient droit à rien. Du moins, pas avant que les associations gonocoriques n'obtinssent gain de cause auprès de l'esprit. Tant que les rares mâles et femelles de la planète ne seraient pas considérés comme des êtres entiers, ils ne pourraient jamais obtenir les mêmes droits que les Herma.
Je n'ai jamais occupé une autre base de sommeil que celle de ma ville. Non seulement je ne sais pas où aller, mais en plus j'ai épuisé mon quota annuel de promesses de paiement avec des frais médicaux imprévus et l'achat de nouvelles chaussures. Je n'ai pas un radis non plus. Et j'ai emménagé il y a peu à Anténès. Comment est-ce qu'on va faire ? C'est alors qu'il se remémora le spot publicitaire stocké dans sa mémoire. Un frisson lui parcourut l'échine. Planétaire recherche des volontaires pour tester ses nouveaux produits. Rejoignez-nous en pension complète. Devenez chanceux sans débourser un DPO. Jamais avant ce jour, il n'avait entendu parler de cette entreprise. Il fit part de son idée à la fille. Pourquoi n'iraient-ils pas tenter leur chance chez Planétaire, où ils seraient nourris et logés ? Certes, ce n'était là qu'une solution provisoire, mais il fallait parer au plus pressé. Et hors de question de passer une nuit dehors, avec toutes les hordes de parasitaires qui déambulaient dès qu'il faisait sombre, à l'affût de toute forme d'aliments à se mettre sous la dent. La fille approuva son idée. Elle confia à 97 qu'elle connaissait un Herma qui travaillait là-bas. C'était un apprenti, mais ils avaient entretenu une liaison secrète pendant quelques mois. Les Hermas ne s'affichaient jamais avec des gonos, sous peine d'être étiquetés déviants. Mais les apprentis étaient du genre à toujours mettre en cause les conventions. C'était bien là leur seule qualité. Et celui-là pourrait sûrement les renseigner. Ne perdons pas de temps, allons-y tout de suite. On va couper par la forêt, viens. La forêt est dangereuse. Ne crains rien, je connais un chemin sûr. Bien qu'il n'eût jamais autant marché de sa vie, plus personne ne foulait le sol comme les Homo sapiens sapiens le faisaient, il se sentait galvanisé par sa présence. La fille se préchiffrait 12. Elle avait 35 ans, soit 10 ans de plus que lui. Sa manière d'ébouriffer et ses longs cheveux noirs plaisaient beaucoup à 97. Il se sentait troublé par son regard intense, bouillonnant comme un chaudron. Son menton pointu et sa mâchoire, plus carrée que celle des Hermas, lui conféraient un charme exquis auquel seul un gono aurait pu être sensible. Tout excité, il éprouvait à peine la fatigue lorsque, transpirant, ils parvinrent ensemble une bonne heure plus tard devant le fronton de l'établissement. C'était une tour à la gravité inversée. Depuis l'extérieur, à travers les grandes baies vitrées, on voyait s'affairer des besogneux au visage identiquement impassible. Les lois de l'apesanteur les attiraient vers le ciel. Ils avançaient tous, tête en bas. 12 parut à l'aise quand elle se présenta dans le hall d'accueil. Ils n'attendirent pas longtemps, avant qu'on les fît monter à l'avant-dernier étage par un rayon tracteur. Là, ils furent conduits dans le bureau d'un apprenti à la bouche peinte en bleu et au front scarifié. Avec ses hanches étroites, sa taille peu marquée et son cou gracile, il avait l'apparence d'un Herma typique. Ni homme, ni femme, mais les deux à la fois. 97 détestait cette caste assimilée au poste de pouvoir. Les apprentis étaient réputés vaniteux, teigneux et autoritaires. 12 présenta 97 et expliqua leur requête. L'Herma sembla vouloir la dissuader, mais il finit par les prendre en pitié et accepta leur candidature pour devenir cobayes d'études cliniques. Ils signèrent en pensée des contrats stipulant qu'ils seraient logés et nourris dans la base de sommeil de la tour, dans les sous-sols même de Planétaire. L'expérience ne pouvait pas durer plus d'une quatraine, autrement dit, une semaine complète. Les semaines ne faisant que 4 jours depuis bientôt 100 ans et s'étendaient du Lunange au Jupitange. Où irait-il ensuite ? Le jeune homme n'en avait pas la moindre idée. De toute façon, essayer de réfléchir avec cette fille aux fessiers bombés qui se trémoussait à côté de lui était tout bonnement impossible. Un peu plus tard, alors qu'il découvrait les capsules de sommeil, alignées au sous-sol et fermées par un hublot, 12 lui résuma ce qu'elle avait convenu avec l'apprenti. Demain, il testerait le dernier produit planétaire. Un nouveau pack de chance qui coûterait sur le marché le prix exorbitant de 1500 DPO. 97 ne savait pas trop ce qu'était un pack de chance, mais il s'endormit ce soir-là avec la certitude que sa vie allait bientôt prendre un tournant inattendu.
Le plus tanche matin, alors qu'on lui injectait une série de produits chimiques dans les veines, il se demanda si devenir un cobaye d'études cliniques s'avérait réellement une bonne idée. Cela faisait à peine 1 heure qu'il était réveillé, qu'on les avait déjà conduits à jeun vers une grande sphère vitrée, juste après leur avoir planté des seringues remplies d'un produit vert fluo dans les avant-bras. Les besogneux qui les accompagnaient leur affirmèrent que cela était sans danger, que c'était là une opportunité incroyable de bénéficier gratuitement d'un produit de luxe révolutionnaire. Pourtant, leurs expressions de visage, inquiètes et agitées, démentaient leurs propos. Pendant que les ingénieurs s'affairaient à régler divers détails sur la machine, dans laquelle on s'apprêtait à faire entrer les 2 volontaires entièrement dévêtus, ceux-ci écoutèrent l'argumentaire de présentation diffusé directement dans leur crâne. La voix publicitaire prétendait que les astres dégageaient une énergie spécifique qu'il était possible de capter. Il suffisait pour cela d'entrer dans l'appareil créé par les scientifiques de Planétaire, de recevoir les influx de telle ou telle planète, puis de retourner chez soi. Ensuite, on pouvait voir les changements arriver. Chaque planète amplifiait ainsi un aspect de la personnalité. Grâce à la géante gazeuse Velia, on obtenait plus d'amour et de sex-appeal pour 450 DPO. Avec la métallique Herméliose, on attirait plus de chance et on rayonnait pour la modique somme de 570 DPO. La planète de glace, Daba, décuplait l'audace et la force pour 360 DPO. Sat et ses anneaux de poussière permettaient de retrouver son chemin de vie pour 310 DPO. Enfin, l'océanique Népia activait les talents psychiques pour moins de 600 DPO. On leur promettait encore des miracles avec d'autres planètes. Mais 97 retint surtout que le nouveau pack de chance comportait les 3 options: Velia, Herméliose, Népia. Amour, chance, médiumnité. Si seulement ça pouvait marcher. Il eut cependant un mouvement de recul quand un besogneux le désigna pour passer en premier. Et si quelque chose foirait? Malgré tout, il se laissa guider jusqu'à l'intérieur de la sphère métallique. Très rapidement, l'Herma referma le hublot en dardant vers lui un regard plein de commisération. N'ayez crainte, tout ira bien. Il crut pourtant capter une pensée parasite mal contrôlée qui lui chuchotait en même temps. Un problème avec le bombardeur. Trop de photons ultraviolets. Mais les effluves de pensées qu'on appelait aussi les pensées nuages ne voulaient rien dire. Il s'agissait le plus souvent de bribes de souvenirs d'anciennes discussions ou de peurs secrètes qui remontaient épisodiquement à la surface en fonction du niveau de fatigue de l'émetteur. En soi, elles n'avaient pas vraiment de sens. De l'autre côté de la pièce, enroulé dans un peignoir blanc à capuche, 12 le regardait fixement. Quand elle agita la main en souriant et acquiesça d'un signe de tête, « Après tout, c'est peut-être mon jour de chance. » Il se réveilla plus tard dans sa capsule de sommeil avec un mal de crâne épouvantable. Ses tempes pulsaient, il avait chaud et sentait un drôle de goût métallique dans la bouche. Étourdi, il arracha les perfusions de ses avant-bras et s'habilla rapidement, sortit de sa cabine et chercha 12. Mais on lui répondit qu'elle était partie. « Vous a-t-elle dit où elle allait ?» On aimerait bien le savoir. Je ne comprends pas. Nous devions rester toute une quatraine ici. En effet. Et nous sommes Jupitanches. 97 crut d'abord à une plaisanterie. Puis choqué, il réalisa qu'il était resté inconscient 3 jours entiers. Après lui avoir fait subir une batterie de tests, on lui communiqua une icône d'urgence, à envoyer par pression mentale au cas où quelque chose d'inquiétant se produirait dans les prochaines 66 heures. Puis il s'acquitta des formalités de sortie, non sans remarquer en partant
l'agitation qui régnait à l'accueil. Une flopée de défensifs venait en effet de débouler, et à leur mine renfrognée, on eût dit que quelque chose de grave venait de se produire au laboratoire. 97 les observa du coin de l'œil avec admiration. Il avait toujours rêvé de faire partie de cette caste, car celle-ci possédait des armes psychiques redoutables, comme le pouvoir de créer des illusions dans l'esprit d'un hors-la-loi afin de le maîtriser. L'un des défensifs s'avança vers lui et lui transféra mentalement son insigne d'inspecteur de la criminelle. C'était la procédure avant d'effectuer un scan complet d'emploi du temps et de fouiller légalement son cerveau. Que se passe-t-il, inspecteur ? Vous le saurez bien assez tôt. C'est bon. Vous pouvez y aller. Ces gens des castes supérieures, toujours à vouloir faire des mystères pour se donner de l'importance. Il sortit rapidement et erra dehors sans but pendant quelques minutes. Apparemment, le FED fonctionnait à nouveau. Des centaines de gens patinaient dans toutes les directions au-dessus du ruban magnétique. Les deux soleils étaient cachés par des nuages vaporeux qui s'étiraient entre les buildings aux façades tapissées d'arbustes. 97 était en train de se caler sur la fréquence émise par l'esprit pour savoir s'il pouvait retourner à Anténès quand quelque chose vibra dans la poche de son uniforme. Fébrile, il y plongea la main pour en retirer la bille de loto qu'il avait achetée dans le hall de la clinique où le mage l'avait soigné quelques jours plus tôt. La bouche légèrement entr'ouverte et l'œil vitreux, il contempla longuement l'objet qui s'illuminait aux couleurs de l'arc-en-ciel. Putain de merde, j'ai gagné à la loterie. Il crut qu'il allait s'évanouir tant l'émotion lui faisait tourner la tête. Une chance sur 621 216 192 que cela tomba sur lui, et à moins qu'il ne fût en train de rêver, c'était bien lui le grand gagnant du colorillon. Mais il se rappela soudain qu'il y avait du monde autour de lui. Et si on lui volait sa bille ? Inquiet, il referma sa main moite autour de la petite sphère clignotante, avant de fourrer celle-ci dans sa poche qui s'auto-referma. Le cœur battant, il enclencha ses chaussures à sustentation et se rendit illico à la Fédération des Jeux pour encaisser son gain. Sur place, il découvrit le montant de la somme qu'il avait raflée. Elle s'élevait à 18 millions de DPO. Autant dire qu'il était maintenant à l'abri des problèmes pour le restant de ses jours. Ce Gono a gagné au colorillon. Il est millionnaire. Cela faisait 3 années consécutives qu'on n'avait pas eu de gagnant. Comme sur un nuage, il se laissa mémoriser par les Hermas surexcités qui imprégnaient partout son image contre leur rétine, avant de la transmettre autour d'eux, la rendant virale. Avant même qu'il n'eût franchi le hall menant vers la sortie, la ville, puis la Confédération et enfin la planète entière avaient découvert le visage du Gono multimillionnaire. Le sourire jusqu'aux oreilles malgré une migraine de plus en plus forte, il traversa le rideau holographique de la sortie. Aussitôt, plusieurs apprentis très chics, travaillant pour l'esprit, se pressèrent autour de lui pour l'inviter à un concert olfactif et à un gala de bienfaisance pour les victimes des parasitaires. Cette fête aurait lieu le lendemain. L'un d'eux évoqua aussi la possibilité pour 97 de faire un saut hautement sécurisé dans la dimension cachée de Oziran. Bien que les gravitons et les phonons eussent été découverts depuis des siècles et que les expérimentateurs eussent déjà exploré plus d'une vingtaine de lieux compactifiés, autrement dit repliés sur eux-mêmes sous de très petites tailles, les déplacements vers ces extradimensions demeuraient risqués. Et pour cette raison, ils ne s'étaient pas encore démocratisés. Seuls les Hermas les plus riches pouvaient donc s'offrir le luxe d'un tel voyage. Comme la plupart des gens, 97 n'avait jamais évolué que dans l'espace quadridimensionnel. Il se sentait très impatient quand le soir venu, on le conduisit
sous bonne escorte dans une de ces machines où l'on expédiait les EDC vers les espaces cachés des dimensions intermédiaires. Cela coûtait aux touristes des sommes exorbitantes, mais pour lui, ce serait gratuit. L'esprit l'invitait cordialement en raison de sa victoire au Colorillon. À son grand étonnement, 97 réalisa que le temps ne s'y écoulait pas, qu'on avait l'impression de se trouver dans un rêve, drogué sous acide, que la gravité changeait. Passé le seuil de Planck, la structure causale et spatio-temporelle faisait l'objet de forts dérèglements. 97 découvrit des contrées à peine explorées, où les mots énergie, espace et temps n'avaient plus de sens. Osiran était un lieu extrêmement bizarre. Il y croisa des créatures difformes. Elles flottaient dans une substance jaune qui se trouvait être du son sous forme liquide. Plusieurs fois, il aperçut son double, dont le visage se distordait jusqu'à former une sphère qui explosait en une multitude de petites bulles contenant chacune des spirales d'ADN. Un sifflement aigu le ramena dans sa dimension. Y a pas de mots pour décrire tout ça. C'est extraordinaire. Vous y êtes resté seulement 4 secondes. L'Herma qui l'avait accompagné à Osiran et s'en était extrait en même temps que lui appartenait à la caste des relationnels. Cela se remarquait aisément à son front démesurément grand et à ses doigts plus longs que la moyenne. Il se préchiffrait 259 et comme tous les relationnels, il évoluait dans les hautes sphères de l'esprit. Vous êtes tout rouge. Quelque chose ne va pas ? 97 transpirait énormément. Son uniforme lui collait à la peau et il avait tellement chaud que la sueur lui coulait dans les yeux. Des lumineux du service médical murmurèrent que quelque chose dysfonctionnait dans ses constantes vitales. On lui administra un cachet effervescent au goût de crevettes avariées et divers liquides par intraveineuse pour le réhydrater. C'était sûrement un effet secondaire de cette expédition. On lui conseilla de ne pas trop s'agiter pendant les prochaines heures. Fatigué par toutes ces émotions, il choisit l'hôtel le plus cher, un Riton classé 5 planètes, et réserva une chambre pour la nuit. Le lit en capsule rajeunissante y reposait sur des pilotis. Il suffisait de se pencher pour voir nager sous une surface vitrée des mammifères marins de toute taille. Ceux-ci avaient des visages et des chevelures dorées quasi Herma, ce qui n'étonnait pas vraiment 97. À force d'importer illégalement des créatures aquatiques des autres dimensions, on se retrouvait avec ces choses qui pullulaient partout, comme les monstrueux parasitaires et leurs multiples bouches pleines de dents acérées. D'ailleurs, rien que d'y penser, les poils se dressaient sur ses avant-bras. L'hôtel avait été construit en apesanteur au-dessus de l'océan, à quelques centaines de mètres du rivage. Il s'y était rendu dans une navette spéciale, à bord de laquelle il s'était fait draguer par 3 Hermas délurés au look de sensitif. Tout le monde savait que cette caste d'artistes possédait un penchant pour la fête, les drogues et le sexe. En prime, les sensitifs se fichaient des lois. Ce n'était donc pas un hasard si la plupart des criminels répertoriés dans le monde faisaient partie de ce groupe social, à peine mieux estimé que les besogneux. Cela devait être de riches agenceurs de mentalité. Ils exerçaient leur art, la connectomique, pour augmenter le taux de créativité chez les gens aux connexions nerveuses défaillantes. Le soir même, ces 3 originaux se trouvaient dans son lit. Grisé par l'alcool et l'euphorie de son nouveau statut de super riche,
97 ne réfréna pas leurs ardeurs quand ils le déshabillèrent avidement. Mais soudain, il se mit à penser à 12. Quel dommage que cette jolie Gono ait quitté Planétaire avant qu'il n'ait eu le temps de lui proposer un verre. Il se l'imagina nu, devant lui, à la place de ces sensitifs filiformes dépourvus de poils. Leurs attributs monoïques ne le faisaient pas physiquement réagir. Mais leur dextérité appliquée lui procurait tout de même des sensations agréables. Au bout d'un moment, il ferma les yeux et se persuada que c'était 12. Sa bouche, ses hanches, ses soupirs. À force, il crut même la capter dans le flux. 97, est-ce que tu m'entends? 97, est-ce que tu m'entends? Mais c'était sûrement son imagination. Plus fort! Encore plus fort! Le lendemain matin, il se réveilla seul avec un mal de crâne abominable. Visiblement, les 3 lubriques avaient débarrassé le plancher. Il prit son petit déjeuner en regardant l'horizon et se connecta sur la fréquence officielle pour entendre les nouvelles. On y parlait de lui, 97, le grand gagnant de la loterie. Machinalement, il se passa la main dans les cheveux pour les remettre en place. Des mèches entières restèrent entre ses doigts. Il poussa un cri et d'un battement de cils, accéda au miroir grâce à l'implant fixé sur ses rétines. Son visage lui apparut, rouge et bouffé. Son crâne était chauve par endroits. Je n'aurais pas dû me rendre à Osiran. À moins que ce soit les conséquences de mon expérience chez Planétaire. Maintenant, en plus de perdre ses cheveux par paquet, il avait de la fièvre. 43 degrés 2, comme l'indiquait à la périphérique de sa vision le listing de ses paramètres vitaux. Impossible. Personne, à part les parasitaires, ne peut vivre avec une température corporelle de 43 degrés 2. Il se rasa le crâne et quitta l'hôtel. Qu'est-ce que j'ai? Que m'arrive-t-il? Au moment où il songea à envoyer la fameuse icône d'urgence conseillée par le laboratoire, il capta un message émanant de celui-ci. Urgent! Merci de revenir chez nous pour un check-up complet. Il faillit partir sur le champ. Soulagé à l'idée d'être pris en charge par une équipe médicale compétente qui aurait au fait de déceler ce qui clochait. Mais cela pouvait prendre plusieurs heures. Et l'idée de rater le gala de charité le chagrinait. On parlait là de rencontrer tout le gratin de la ville et voir l'esprit en vrai. Comment faire une croix sur un tel événement? J'irai faire ce check-up plus tard. Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre le fait pour se promener en ville, il intercepta une nouvelle glaçante. Une Gono venait de poignarder un lumineux et se trouvait maintenant en cavale. En voyant le visage de la fugitive, 97 éprouva un haut-le-cœur. Il s'agissait de 12. Quant à la victime, il reconnut vaguement un des mages croisés chez Planétaire, un certain 322. Il fit le rapprochement avec tous ces défensifs croisés à l'accueil du labo. Ces derniers enquêtaient donc sur le meurtre. Mais pourquoi 12 aurait-elle tué cet Herman? Et où se cache-t-elle à présent? Cette funeste information occupa son esprit tout le reste de la journée. Dans les grandes enseignes où il flâna malgré ses frissons et ses courbatures. Dans les cafés où il s'arrêta pour avaler ses sachets anti-migraine avec des cocktails fumants. Dans les musées où il déambula en claquant des dents. Plus tard, pendant qu'il fendait l'air dans un état semi-comateux, il crut entendre 12 dans le flux. C'était lointain, étouffé. Et il ne fut pas certain d'avoir bien capté les mots. Tu es en danger. Il faut quitter la ville. Tu es en danger.
En danger. En danger. Il faut quitter la ville. En danger. En danger. Il faut quitter la ville. Tu es en danger. Il faut quitter la ville. Tu es en danger. Il faut quitter la ville. Quitter la ville. En danger. Tu es en danger. Il faut quitter la ville. En danger. En danger. Il faut quitter la ville. En danger. En danger. Et si elle s'était réfugiée dans les bois? Possible. Elle connaissait parfaitement la forêt, et sans doute y avait-elle vécu comme beaucoup de ses semblables. Si la plupart des parents préféraient en effet confier leur petit Gono au service de l'aide sociale à l'enfance, d'autres préféraient s'exiler loin de la ville pour éviter les colibets et la honte qui rejaillissait sur eux une fois l'avilissante vérité découverte. Certains médias prétendaient qu'il existait même des villages entiers de ces unisexués et accusaient les leaders d'encourager la reproduction illégale des dégénérés entre eux. 97 se rendit à la lisière de la forêt. Là, il perçut distinctement les mots « En train de te transformer, c'est bien 12 !» Dopé par un flux d'adrénaline, il amorça sa descente et ses pieds heurtèrent la surface dure du Fed. Celui-ci n'allait pas au-dessus des arbres touffus que formait l'émeraude. Un message d'avertissement prévenait d'ailleurs télépathiquement tout contrevenant. Ici s'arrête la cité. En cas d'accident, l'esprit décline toute responsabilité. Vous pénétrez dans l'émeraude à vos risques et périls. Il se concentra pour entendre à nouveau la voix, mais ne capta que le chuintement monotone d'interférences. En train de te transformer. Pourquoi me dit-elle une chose pareille? Je deviens fou! 97 constata que ses mains étaient brillantes et translucides. « 20 minutes plus tard, pour se rendre au gala, il regagnait le centre-ville de Zilboroth, la deuxième mégalopole après Anténès. Elle concentrait plus de 110 millions d'habitants. Il portait un costume bleu acheté l'après-midi même. Celui-ci aurait pu le faire passer pour un lumineux. Mais ses yeux foncés, surmontés de sourcils broussailleux, trahissaient sa grossière nature de mâle. Il franchit le premier contrôle de sécurité sous les acclamations des Herma qu'on avait recalés à l'entrée. On le reconnaissait partout, comme la nouvelle star multimillionnaire. Tous se pâmaient devant lui. Parmi les visages, il crut reconnaître un des médecins de chez Planétaire, à demi dissimulé sous une capuche. Mais quelqu'un lui fit face. Bienvenue au gala 97. C'était un relationnel, au visage entièrement peint en vert et couvert de symboles. Ses cheveux avaient été enroulés et remontés sur son crâne pour former 2 énormes cornes. Sa frange lui couvrait presque entièrement les yeux. Quand 97 balaya à nouveau la foule du regard, il ne vit qu'une horde d'Herma survoltés qui tentaient d'attirer son attention. Vous devriez vous dépêcher, la fête va commencer. Quelques instants plus tard, on le guida vers un chemin pavé de cristaux. Il menait à une esplanade où trônait un cube blanc, à peine plus haut que lui, et large de 2 ou 3 mètres seulement. Son entrée se trouvait gardée par des dizaines de défensifs patibulaires. Juste avant de les dépasser, 97 ignora le nouveau message de Planétaire qui venait d'apparaître directement dans son esprit. Très urgent. Merci de nous contacter immédiatement. Ah, et puis zut, ça peut bien attendre un peu, non? Une fois dans le cube, 97 fut stupéfait de constater à quel point l'intérieur paraissait vaste. Au moins la taille de 4 ou 5 vaisseaux d'exploration extraplanétaire. Ses concepteurs avaient exploré les propriétés de la physique quantique et utilisé des métamatériaux électromagnétiques qui leur permettaient de s'auto-assembler. Que l'on fût
À l'intérieur ou à l'extérieur, on voyait ainsi les parois du cube changer constamment de forme. Par ici. Le relationnel le guida vers une rangée de fauteuils disposés face à une immense scène. Des milliers de gens se trouvaient déjà là, en train d'admirer la voûte étoilée mouvante qui constituait le plafond à plus de 30 mètres de haut. Ils souriaient et bavassaient. Mais à la lueur cendrée de la lune projetée dans le cube, 97 eut brusquement la vision de leurs visages décharnés, de leurs os scintillants, de leurs yeux dégoulinant hors des pluies noires et rouges de leurs orbites. Installez-vous confortablement. Le jeune Gono perçut ces paroles comme un cri lugubre parvenu depuis son énorme bouche émaciée. Lerma lui demanda si quelque chose n'allait pas, et en effet, ça n'allait pas. 97 voyait ces lambeaux de chair blafarde se détacher du visage, puis le visage lui-même se détacher du corps. Heureusement, le contact d'une main sur son poignet chassa cette vision d'horreur. « Barre-toi d'ici !» C'était Douce. Elle n'était pas physiquement présente, mais il l'apercevait tout près, à quelques dizaines de mètres tout au plus. Comment une besogneuse recherchée par la police avait-elle réussi à entrer ici sans se faire arrêter? Il se tordit le cou pour la chercher des yeux, mais ne la vit nulle part. Tout va bien. Je vais m'asseoir et profiter du spectacle. Vos pensées sont confuses. À quand remontent vos derniers flocons? À plus d'une quatrième. Je vous suggère d'en avaler le plus possible. Je peux à peine discerner vos vibrations dans le flux. En plus, vous avez mauvaise mine. 97 se para d'un sourire de façade. Mais le fil glacé de la paranoïa commençait à se dérouler en lui. Ici, 12 n'était en réalité qu'une dangereuse psychopathe qui ne chercherait qu'à me nuire. À moins qu'elle ne veuille sincèrement m'aider. Mais pourquoi? Ici, on m'avait administré des drogues hallucinogènes pendant mon séjour au laboratoire. Les gens de Planète Terre m'ont peut-être menti sur le véritable objet de l'expérience. Mon gain au loto, qui confirme l'influence de la planète Herméliose, peut très bien être un coup monté pour me persuader que je suis enfin devenu chanceux. Les 3 sensitifs avec qui j'ai passé la nuit sont-ils des acteurs payés par le labo pour me convaincre que les vibrations amoureuses de la planète Velia m'ont rendu désirable? Et si par le biais d'une quelconque technologie de manipulation cérébrale, on essayait de me persuader que je possède des facultés psychiques extraordinaires, comme le don de voir l'avenir, un avenir dans lequel les gens se transformeraient en zombies. Lerma l'invita à profiter du spectacle, puis il tourna les talons, l'abandonnant à ses conjectures, à sa nausée et à ses courbatures. La lumière baissait graduellement. 97 essuya son front qui perlait de sueur. L'espace d'un instant, il se demanda si ce relationnel faisait lui aussi partie du complot. Un bruit sourd, comme un roulement de tonnerre, suspendit le flot de scénarios absurdes qui se tissaient dans sa tête. Une lumière crue inonda soudain la scène. Un hologramme de 6 mètres apparut. C'était l'un de ces êtres hideux de la caste des multiples. Il possédait 3 visages sur un seul corps. 3 Hermas partageaient les mêmes organes vitaux. Mais ce n'était pas n'importe quel multiple. C'était l'esprit, le dirigeant suprême du monde. 97 n'avait jamais vu des tricéphales d'aussi près. C'est donc ça, un être supérieur? L'esprit entama un long discours sur les parasitaires. Il rappela d'abord que des milliers de ces créatures très dangereuses pullulaient partout et que l'Organisation planétaire de la santé
chercher un moyen de les éradiquer. Puis, il évoqua les promesses de paiement récoltées pendant le gala. Elles seraient directement reversées aux victimes de ces monstres. Ensuite, mais 97 n'entendait plus qu'un mot sur deux. Un sombre pressentiment lui nouait le ventre. Et il se repassait mentalement la mise en garde de 12. En train de te transformer! Le cœur battant, il se leva précipitamment, tandis que les 3 voix du multiple se durcissaient à l'unisson pour débiter. Je vais vous dire la vérité, bande de crétins. Les parasitaires ne sont pas des créatures d'une autre planète, comme nous l'avons prétendu pendant des décennies. Les parasitaires sont des êtres humains comme vous, qui ont muté à cause des flocons de communion mentale. Les flocons sont précieux pour maintenir la qualité de notre réseau télépathique. Ils concourent aussi à la paix sociale. Cependant, ils entraînent chez certains d'entre vous des mutations ADN irréversibles. Effaré, 97 se demanda s'il n'avait pas des hallucinations auditives. C'était apparemment le cas. Autour de lui, nul n'avait l'air de s'émouvoir, et l'on continuait à applaudir comme si de rien n'était. Frappé par la fulgurance de ce cauchemar, 97 commençait à penser que la planète Népia, de son pack de chance, l'avait transformé en médium sensitif. Ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, c'était la vérité. Sa perception hyper développée était liée au futur. Les danseurs se matérialisèrent sur la scène. Le jeune homme sentit la bile remonter le long de son oesophage. Il tituba entre les fauteuils, pressé de quitter l'endroit. Il se consumait littéralement de fièvre, comme s'il rôtissait de l'intérieur. Un problème ? Quelqu'un venait de lui poser la question. Un Herma. Mais son visage se déformait affreusement, fondait comme une crème brûlée. Pris de tournis, 97 l'ignora. Regagna l'allée centrale et joua des coudes pour repousser les personnes qui lui faisaient obstacle. Il se raccrocha mentalement au logo de sortie qui brillait en 3 dimensions au-dessus d'une arcade. Une voix derrière lui héla. « Arrêtez !» Aussitôt, il se retrouva cerné par 3 Hermas qui ressemblaient à des défensifs mais n'en étaient pas. Ils l'entraînèrent vers la sortie de secours en l'agrippant fermement par les épaules. Des apprentis planétaires. Vite ! Pas de temps à perdre ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne... Mais il fut soudain pris d'une quinte de toux. Un crachat acide et incandescent jaillit de sa gorge en feu. Aussitôt, l'endroit impacté se mit à rougeoyer avant de se dissoudre comme une roche magmatique. Les Hermas stupéfaits bondirent sur le côté pour éviter la projection de ce qui semblait être de la lave. Une fumerole serpentait du trou à peine formé au sol. 3 paires d'yeux le dévisageaient, comme autant de billes enfoncées derrière leur hublot noir et lisse. « Dites-moi ce qui m'arrive !» L'un d'eux sortit une seringue, et à sa vue, 97 envoya au hasard un coup de poing qui aurait pu atteindre des côtes. Mais ses doigts ripèrent bien avant la cage thoracique blindée d'une cotte de maille aurique, un champ de protection invisible qui entourait le corps de son agresseur. 97 aurait aussi mal s'il avait frappé contre un mur. Submergé par la douleur, il essaya de se redresser. L'un des Hermas profita de ce moment de décontenance pour lui asséner un coup de poing qui lui vida subitement l'air des poumons. Privé de ses forces, le jeune homme reçut une décharge électrique brûlante derrière la nuque. Un balai d'étoiles noires lui brouilla la vue. « Dépêchez-vous, ou ça va tous nous tuer !» 97 sentit une longue aiguille s'enfoncer dans son cou. Son corps devint si brutalement brillant
qu'ils furent bientôt tous obligés de fermer les yeux. En passant le portique d'embarquement, 12 se connecta au torrent d'informations officielles et sentit sa gorge se resserrer quand les nouvelles tombèrent. Zilberot, entièrement détruite par une mystérieuse explosion. Mort de l'esprit dans la destruction du cube. Une onde de choc, ressentie jusqu'à 1000 grades. On évoquait partout le même phénomène lumineux rémanant qu'Aranténès, et l'on pleurait sur toutes les fréquences le désastre dont certains prédisaient qu'il annonçait une autre catastrophe bien pire. On allait jusqu'à évoquer la création imminente d'un trou noir qui anéantirait toute forme de vie sur Terre. 12 monta dans le train. C'était le dernier pour Tsulan, une région lointaine du Nord dont elle ne connaissait rien. Mais l'esprit suppléant venait d'interdire toute téléportation après 20 heures, et cette destination choisie au hasard représentait l'ultime opportunité pour elle d'échapper à la prison. Elle était recherchée pour meurtre. Son visage apparaissait à tout bout de champ dans le flux. Ce chaos soudain représentait une chance pour elle. Avec ce ramdam, les défensifs et les chasseurs de primes avaient d'autres Erma à fouetter en ce moment. Elle s'installa dans un wagon et observa le paysage à travers le hublot. Depuis l'explosion, un flamboiement spectaculaire irradiait le ciel, réchauffant la nuit comme la braise. Une zone d'émission de rayons était apparue autour d'un centre, formant une coquille multicolore, aussi brillante qu'une demi-lune. C'est un phénomène comparable à l'implosion cataclysmique d'une étoile massive. L'expert ne croyait pas si bien dire. Cette chose étrange et inquiétante avait anéanti une ville et ses habitants, sans compter les retombées radioactives sur des centaines de kilomètres. 12 n'avaient jamais rien vu d'aussi beau, ni d'aussi effrayant, que ce cœur aux lueurs bleues pâles autour duquel jaillissaient des filaments orange. On racontait partout qu'il s'agissait du noyau écrasé ultra dense d'une micro-étoile en fin de vie. Elle savait qu'il s'agissait de 97. Que ces poussières en expansion émanaient du jeune Gono, que c'étaient ces lambeaux qui scintillaient au loin sous la forme d'un nuage d'éléments chimiques synthétisés puis expulsés en quelques millisecondes au moment de son implosion. Départ dans 45 secondes. Attention à la fermeture des portes automatiques. Contrôle d'intimité. Un défensif se présentait face à elle. Son cœur se serra. Elle obtempéra pourtant sans trembler, se laissant fouiller l'esprit, les yeux dans le vague. Allait-on la démasquer ? Pas ce soir. L'Erma s'éloigna vers le passager suivant et elle éprouva un immense soulagement. Le paravent mental qu'elle avait acheté avec ses dernières économies à une bande de voyous rencontrés la veille semblait fonctionner. Ce dispositif ingénieux masquait sa propre mémoire, remplaçant jusqu'à son identité par celle d'une autre besogneuse dont elle usurpait le nombre. On lui avait collé un meurtre sur le dos et elle s'était enfuie de chez Planétaire avant même d'avoir terminé le protocole de test. Elle se rappelait de la conversation qu'elle avait surprise au laboratoire entre deux lumineux chargés de remplacer ses perfusions et qui la croyaient endormie. Le pack de chance est une belle saloperie. On pense que cette combinaison de rayons planétaires a tué le premier cobaye, Aranténès. L'explosion, c'était ce pauvre type. Il nous a envoyé une icône d'urgence, mais trop tard. Il a muté, et on a toutes les raisons de penser que son corps s'est transformé en combustible. C'est la combinaison Velia-Hermelios-Nepia qui a provoqué ça. Nepia orbite trop près des Pitans, et il y a eu des interactions magnétiques entraînant sur le sujet des réactions nucléaires en chaîne d'une ampleur qui nous dépasse tous. Alors pourquoi aurait-on cherché de nouveaux cobayes ? Ils veulent nous tuer ou quoi ?
Je vais te dire un truc que j'ai découvert en fouinant un peu. L'Agence mondiale de renseignement chercherait à exploiter le phénomène de nucléosynthèse qui se produit quand un humain se transforme en astre. Il récupérerait les microgrammes de carbure de silicium pour fabriquer une planète dotée d'une conscience et d'un système nerveux. Tu sais beaucoup de choses, toi. Trop. L'instant suivant, Lerma avait froidement liquidé son collègue. Une micro-onde virale qui lui avait fait fondre la cervelle par les trous de nez. Après avoir été témoin de tout ça, 12 avait attendu le départ du tueur pour prendre la poudre d'escampette. Ensuite, il y avait eu les nombreux messages adressés par l'équipe médicale, pressants et menaçants. Mais hors de question qu'elle y retournât. Elle était à peu près sûre qu'il lui ferait du mal, que ces gens seraient allés jusqu'à la disséquer pour comprendre la nature du phénomène qu'ils avaient engendré. Pour le prévenir, elle avait essayé plusieurs fois d'entrer en communication avec 97 dans le flux. Comme les formeurs entendaient et contrôlaient les murmures de toutes les pensées, elle était passée par le Dark Réseau, un système clandestin non réglementé et dangereux. Toutefois, celui-ci, de mauvaise qualité, avait tendance à fragmenter ou diluer les messages. Pour cette raison, le jeune homme n'avait intercepté que des morceaux de phrases. 12 arrangea la masse ondoyante de ses cheveux de jais, tourna les yeux vers Lerma qui était assis à côté d'elle dans le train. Il la dévisageait avec insistance, les pouces coincés dans les passants de sa ceinture. Départ dans 10 secondes. Vous allez faire quoi à Tsoulan? Après ce qui vient de se passer, je préfère regagner l'hémisphère sud. Vous avez raison, on ne sait jamais. Et vous avez déjà réservé un hôtel? Pas encore. Alors c'est votre jour de chance, on dirait. J'ai gagné 2 nuits offertes en pension complète dans un Hilton, mais je ne vais pas y aller, parce que je ne fais que transiter par Tsoulan. Ça vous intéresse? Son cœur manqua un battement. Cette opportunité n'était peut-être qu'une bonne grosse coïncidence. Elle n'avait présenté aucun symptôme jusqu'à ce jour. Qui pourrait refuser 2 jours en pension complète dans un 5 planètes? Dans ce cas, je vous transfère tout de suite les billets. C'eût été dommage de les gaspiller. Je me préchiffre 79. Et vous? 30. C'était bizarre. Mais elle se ferait à ce nouveau nombre. Soulevé par un puissant champ magnétique, le train commença à flotter à toute vitesse dans les airs. Le pouls de 12 s'accéléra. Le bruit de l'appareil lui rappelait celui qu'elle avait entendu dans la sphère métallique chez Planétaire, au moment où elle recevait le bombardement de rayons préprogrammés. Elle y était entrée juste après 97, nue sous le peignoir blanc à capuche qu'on lui avait fait enfiler. Vous êtes sûr que ça ne risque rien? Aucun risque. À présent, 12 appuyait sa tête contre le hublot. Le train à super grande vitesse l'éloignait de 97. Il l'éloignait des défensifs à sa recherche. Il l'éloignait du nuage moléculaire et poussiéreux qui brillait au-dessus de l'ancienne ville de Zilborot. Elle aurait dû se sentir triste ou terrifiée. Elle se sentait paisible. Des couleurs fabuleuses saupoudraient le ciel. Leurs effets étaient des plus magnifiques. Avec la participation de la Compagnie de l'Intime et de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Dans les rôles principaux, Charlotte Lalarme et Hugues Bureau, accompagnés de Caroline Sebza, Pauline Gauthier
Esther Boubli, Colette Mazilier, Suzy Pavant et de Démo. Nous vous remercions de votre écoute attentive.